Et puis aujourd'hui va être un épisode qui va être entre des sujets d'assurance, d'innovation, mais aussi d'entrepreneuriat. Mutlab, on fait les espaces sécurisés, connectés, autrement dit, les applications mobiles et les espaces adhérents des mutuelles, et on ne fait que ça. Quand je travaillais en mutualité, on avait eu à sortir une application mobile. Ça avait été extrêmement compliqué. C'était techniquement difficile, c'est cher. Comment toi aujourd'hui tu arrives à convaincre les mutuelles de ta proposition de valeur pour qu'elles se disent tiens, on va plutôt travailler avec Mutlab que développer notre application en interne? Nous, l'application mobile, notre vision, c'est un agrégateur de services. L'application, elle vient incarner toute la promesse client que vous faites à vos adhérents. L'assurance maladie, elle est injustement sous-cotée. C'est vraiment un service public où tu as ces agents, ces directions mobilisées pour offrir la meilleure qualité de service à leurs assurés. Le compte Amélie, c'est 44 millions d'utilisateurs. Il n'y a pas beaucoup en France d'outils où on a ce taux de pénétration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous commencez à réfléchir à proposer des choses, des services qui utilisent de l'IA sur vos applications mobiles? Non. Okay. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Donc, dans ce podcast, on parle d'innovation, d'assurance, on parle de distribution, de technologie, mais aussi d'entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui va être un épisode qui va être entre des sujets d'assurance, d'innovation, mais aussi d'entrepreneuriat, puisque j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Samir. Bonjour Caïs. Comment ça va, Samir? Très bien, et toi? Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Samir, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, je suis Samir, j'ai 46 ans depuis quelques jours. Je suis le papa de 2 grands-enfants, Nour, 18 ans, et Noam, 14 ans. Je suis marié à Nathalie et je suis le fondateur de Mutlab. Fondateur de Mutlab. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est connus effectivement à travers Mutlab, mais je sais qu'avant Mutlab, ou en tout cas pendant très longtemps, tu as fait plusieurs choses en même temps. Comment tu as... C'est quoi le parcours? C'est quoi un peu ton parcours, Samir? Alors moi, je dis souvent que mon parcours, c'est un alignement de planètes, beaucoup de chance, peut-être un petit peu suscité, provoqué. Très rapidement, pendant mes études, j'ai eu besoin de travailler, donc j'ai travaillé en mutualité, dans la mutualité étudiante. Ça s'est plutôt bien passé, c'était à mi-temps, en même temps que mes études de droit. Et puis quand j'ai terminé mes études et que j'ai voulu faire autre chose, cette mutuelle m'a proposé de continuer avec eux et m'ont envoyé à Strasbourg, développer cette mutuelle, et c'est comme ça que je suis entré en mutualité. Donc, je suis resté une quinzaine d'années dans certaines mutuelles plutôt de taille moyenne, régionale. 15 ans où j'ai eu un certain nombre de responsabilités et d'expériences. Donc, j'ai commencé comme chargé de développement. Ensuite, je me suis occupé d'une région. Ensuite, je suis devenu directeur du marketing de cette mutuelle et ensuite le directeur du réseau. Donc, voilà. Donc, j'ai eu un parcours pendant 15 ans où j'ai pu goûter à beaucoup de fonctions au sein de la mutualité. Trop bien. Et après avoir travaillé pendant 15 ans dans cette mutuelle, qu'est-ce que tu as fait après? La suite, c'est que je suis allé travailler... Pendant 15 ans, pardon. Donc, pendant 15 ans, c'était une seule mutuelle ou plusieurs mutuelles? C'était plusieurs mutuelles au sein d'un même groupe. D'accord, ok. Et au bout de 15 ans, j'ai fait autre chose. Qui s'appelle comment, ce groupe? Le groupe MGEL. Tu avais courtier, mutuelle étudiante, mutuelle de salariés, beaucoup de logements, puisque on était positionné sur le logement. Donc, on avait un président à l'époque qui était assez visionnaire et qui a beaucoup investi sur ce sujet du logement étudiant. Donc, une quinzaine d'années en mutualité. Et à un moment donné, je suis passé à autre chose. Je suis passé de l'autre côté, puisque je suis allé travailler à l'assurance maladie. J'y ai passé 5 ans, où j'ai eu la chance de diriger la relation client d'une caisse primaire d'assurance maladie, celle du Bas-Rhin de Strasbourg. Une expérience très enrichissante, parce que très complémentaire de ce que j'ai pu vivre en mutualité, puisqu'on a un régime assez particulier, le régime de base et le régime complémentaire. Donc, ça m'a permis de voir les deux. Trop bien. Et ensuite, Mutlab. Et ensuite, Mutlab. Alors, Mutlab, c'était en quelque sorte, on appelle ça des side projects, c'est-à-dire je suis salarié, j'ai 40 ans, je m'interroge, je me dis qu'est-ce que je vais faire.
certains se mettent à faire du sport à fond, se mettent au golf, voyagent. Et moi, j'ai eu envie de faire quelque chose par moi-même et j'ai créé Mutlab. Donc Mutlab, à peu près il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ouais. Et donc, comment c'est arrivé? Pourquoi tu t'es dit... Alors, pour commencer, d'abord, Mutlab, c'est quoi? Juste pour être clair, ce que c'est, et puis ensuite, on reviendra sur la genèse du truc. Mutlab, on fait les espaces sécurisés, connectés, autrement dit, les applications mobiles et les espaces adhérents des mutuelles, et on ne fait que ça. C'est notre spécialité. Et puis, pour répondre tout de suite à la question que tu allais me poser, c'est quoi la genèse? Mais quand tu te lances dans un projet entrepreneurial et tu es bien placé pour le savoir, tu as différents leviers motivationnels. Certains, ils vont entreprendre sur des sujets de passion. J'adore la pâtisserie, j'adore la lecture, j'adore une activité sportive particulière et j'entreprends dans ce domaine-là. T'en as d'autres, ils ont une spécialité particulière. C'est des experts en ce moment en IA, ce sont des experts du développement technique. Ils créent une entreprise dans ce domaine-là. Et moi, je fais plutôt partie du troisième qui est celui qui a rencontré un problème dur pendant son activité professionnelle et qui essaye de trouver les moyens pour que ce soit plus simple pour les autres. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Mutlab. Quand je travaillais en mutualité, on avait eu à sortir une application mobile. Ouais. Ça avait été extrêmement compliqué. C'était techniquement difficile, c'était cher et les sujets d'innovation, on était extrêmement challengés dessus parce qu'en face, tu avais des grands acteurs mutualistes qui avaient déjà leur propre solution et on risquait d'arriver avec une application mobile qui n'était pas top sur le marché. Alors ça m'intéresse, on va revenir sur ce sujet, mais d'abord, je voudrais te poser un peu plus de questions sur Mutlab. Alors aujourd'hui, Mutlab, donc j'ai bien compris, vous faites les espaces adhérents pour les mutuelles, l'application mobile, les extranets. Et aujourd'hui, vous travaillez avec qui sur le marché On travaille avec une 60aine de mutuelles. Notre positionnement, c'est vraiment les mutuelles. On ne travaille pas aujourd'hui avec les courtiers ou avec les assureurs. Nécessairement, moi, j'ai une sensibilité mutualiste. C'est un domaine, un marché que je connais. Je pense que je parle à peu près la même langue qu'eux. Donc, c'est plus simple pour réussir à les convaincre de nous choisir. Donc, on travaille avec une 60aine de mutuelles, plutôt des mutuelles de marché intermédiaire. On va pas chercher le top 30, c'est vraiment pas notre volonté, même si je crois qu'on en a 2 qui sont dans le top 30 des mutuelles, mais on va aller chercher plutôt des mutuelles de taille intermédiaire, même des petites mutuelles, et c'est une des fiertés qu'on a chez Mutlab, c'est qu'on est capable d'offrir des solutions, et notamment une application mobile, avec un tas de services qui fait que même une petite mutuelle qui a 15 000, 20 000 personnes protégées, elle est en mesure d'offrir à ses adhérents une appli avec un très haut niveau de service comme des très grands acteurs du marché. Ouais. Aujourd'hui, Mutlab, c'est combien de chiffre d'affaires? Alors, le chiffre d'affaires ne veut rien dire, Caïs. Je vais pas te donner le chiffre d'affaires parce que je pense qu'il veut rien dire. Je vais plutôt te dire que on est rentable depuis le premier jour. Depuis qu'on a créé Mutlab, moi, ma volonté, c'était de pas mettre en risque ma famille. Et donc, le modèle économique a été pensé pour qu'il puisse être rentable dès le début. On est heureux aussi parce qu'on apporte beaucoup de valeur aux mutuelles et on a d'excellents retours, et quand il y a de la communication sur Mutlab, on a toujours le témoignage de mutualistes qui montrent qu'ils sont satisfaits de notre travail. Et puis si tu veux un indicateur, mon objectif, c'est que Mutlab, d'ici 2 ans, réalise 1 million d'euros de résultats nets, parce que quand on est entrepreneur, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'on entend tellement parler de valorisation à partir du chiffre d'affaires qui, pour notre taille d'entreprise, ne veut strictement rien dire. On peut faire 1 million, 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires et avoir de très bons résultats. Et on connaît des acteurs qui font 200 millions, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui seront peut-être rentable dans 5 ou 6 ans. Mais évidemment, moi, je suis totalement aligné sur ça et je fais partie aussi de ces entrepreneurs, on en a parlé plusieurs fois, qui effectivement dirigent la boîte en tant que bon père de famille en disant combien de chiffre d'affaires on fait, combien de résultats on fait. Et
concrètement, quelle est notre capacité d'investissement sans devoir aller lever des fonds. Toi, Samir, tu n'as pas levé de fonds non plus. Non. Tu es sur fonds propres, ou en tout cas, tu as fait du chiffre d'affaires. Tu disais que tu étais rentable dès le premier jour. Oui. J'ai mis un petit peu pour lancer la machine, mais de manière totalement raisonnable. Et puis, très rapidement, le petit emprunt qu'on a fait, on l'a remboursé puisqu'on avait le chiffre d'affaires qui va en face. Et ce que tu dis, pour moi, est extrêmement important pour l'entrepreneuriat. Tu as deux types d'entrepreneurs. À mon avis, tu as les entrepreneurs qui se projettent très loin et qui vont aller chercher de la valeur à 5, 10 ou 15 ans. Donc, ceux-là ont besoin d'être très largement financés, de lever des fonds. Et puis, il y a des entrepreneurs un petit peu comme moi qui ont une volonté d'un développement qui est raisonnable et modeste. Et pour le coup, ce qui est important, c'est que les choses soient équilibrées. On délivre de la valeur à nos différentes parties prenantes, que ce soit les mutuelles, les équipes qui travaillent avec nous. La troisième partie prenante, c'est le fondateur. Le fondateur, il faut qu'il s'y retrouve un petit peu. Donc, c'est important que l'activité soit rentable. Bien sûr. Et ça nous laisse maître de l'avenir, puisque quand tu es le seul à décider, c'est mon cas, puisqu'il n'y a pas d'autres associés dans MUTLAB, tu es libre dans tes prises de décision. Donc, tu es capable de prendre des décisions extrêmement rapidement et dans notre domaine, c'est extrêmement utile. Et puis surtout, tu es maître de tes choix. Tu peux dire non quand tu sais qu'une collaboration, elle va peut-être être compliquée avec un partenaire. Et ça, tu peux le faire quand tu es indépendant et puis financièrement plutôt stable. Ouais, complètement. Vous êtes combien du coup maintenant ? Il y a 6 développeurs qui travaillent sur MUTLAB avec une organisation assez particulière, c'est-à-dire qu'on a la moitié qui sont des salariés de MUTLAB et une autre moitié qui sont des indépendants parce qu'il y a certains profils de développeurs qui veulent être totalement indépendants, même s'ils travaillent pour toi la moitié ou les 2/3 de leur temps, ils ont besoin d'être indépendants. Donc, on est une petite structure en termes d'effectifs, mais ça nous permet d'être au rendez-vous à la fois de notre développement et des attentes de nos mutuelles d'aujourd'hui. Bien sûr, 6 personnes, 1 million d'EBITDA, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire. Et c'est quoi la vision de MUTLAB Qu'est-ce que tu dis, MUTLAB en fait, c'est un projet que tu fais parce que tu veux revendre la boîte, tu veux faire une entreprise rentable et faire ça jusqu'à tes 75 ans. Non, moi, je voulais créer quelque chose à moi. Je voulais faire quelque chose. J'ai eu un parcours à la fois en mutualité, dans l'assurance maladie, où je crois que j'ai été au rendez-vous des missions, des objectifs que mes patrons me donnaient. Et je me disais, purée, si je pouvais être aussi au rendez-vous de mes propres objectifs personnels, ce serait top. Et donc, j'ai voulu d'abord créer quelque chose qui marche, qui a plutôt une bonne réputation et qui soit utile à ses clients. Après, le développement de MUTLAB fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 60-65 mutuelles pour lesquelles on travaille, ce qui est très important. Tu connais le marché un peu mutualiste, le temps de décision est extrêmement long. Donc, on a eu là aussi un alignement des planètes qui a fait que très rapidement, on nous a fait confiance. Mais peut-être arriver à une certaine taille, ça sera sûrement pas de revente MUTLAB, mais certainement des accords, des partenariats stratégiques qui nous permettront d'aller au-delà de la centaine de mutuelles qu'on servira à ce moment-là. Ok, très clair. Je voulais revenir un peu sur ton expérience au sein de la mutuelle qui t'a permis un peu de comprendre la complexité de développer une application en interne, de mettre ça en place. Quelles ont été concrètement les difficultés que tu as pu rencontrer ou voir quand tu as voulu déployer cette application mobile au sein de la mutuelle ? La première difficulté, c'est un sujet de moyens. C'est que faire des applications mobiles il y a 10 ans, c'était à l'époque où je devais m'en occuper, quand j'étais directeur du marketing, ça coûtait cher. Ça
continue d'ailleurs à coûter cher. Donc, il y avait une barrière financière à l'entrée. Donc, on a eu à convaincre à la fois les dirigeants de la mutuelle et le conseil de la mutuelle d'y aller. C'était une mutuelle extrêmement innovante, avant-gardiste, qui n'hésitait pas à investir dans les nouvelles technologies ou dans les nouveaux services. Donc, ça n'a pas été compliqué à les convaincre, mais il y avait quand même une barrière financière à l'entrée. L'autre barrière, c'était une barrière technique, puisque faire une application mobile, c'est exposer la donnée de tes adhérents, et pour ça, il faut que ta donnée, elle soit disponible, structurée. Il y a 10 ans, les systèmes d'information des mutuelles n'étaient pas autant apaisés qu'elles le sont aujourd'hui. Donc, un enjeu à travailler la donnée, à organiser les conditions que la donnée soit disponible. Et puis, le troisième enjeu, c'était de dire qu'il fallait pas qu'on mette sur le marché quelque chose finalement déjà dépassé, parce que les grands acteurs, avec leurs moyens, auront eu la capacité déjà de proposer des applications mobiles extrêmement innovantes. Donc voilà, c'est ce triptyque-là qu'il a fallu gérer, barrière financière, barrière technique à travers la donnée, et barrière du service, parce que si on mettait quelque chose à disposition des adhérents et que ça apportait pas de valeur parce que c'était déjà ce qui était attendu par les adhérents parce que d'autres le proposaient, ça n'avait strictement aucun intérêt. Ah, c'est intéressant cette question de toujours est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on développe en interne ou est-ce qu'on achète. Comment toi aujourd'hui tu arrives à convaincre les mutuelles de ta proposition de valeur pour qu'elles se disent tiens, on va plutôt travailler avec MUTLAB que de développer notre application en interne? Alors, d'abord, on arrive à les convaincre parce qu'on leur explique que ce qu'on va mettre à leur disposition, c'est pas qu'une application mobile. Au début, on communiquait sur le fait que MUTLAB réalisait des applications mobiles en marque blanche. Très rapidement, on a senti que c'était un terme mal connoté, un peu galvaudé, parce que les mutuelles avaient l'habitude auprès de certains de leurs partenaires d'avoir accès déjà à des services en marque blanche. Et ces services en marque blanche, ils pouvaient juste peut-être modifier le logo et un petit peu la couleur. Donc très rapidement, on a changé, on a dit, nous, l'application mobile, notre vision, c'est de dire que c'est un agrégateur de services. L'application, elle vient incarner toute la promesse client que vous faites à vos adhérents. Donc, dans cette application mobile, on doit retrouver vos services, votre promesse client. Et donc, les applis qu'on développe chez MUTLAB, c'est 3 niveaux. C'est un premier niveau de self-care assez traditionnel qu'on connaît tous chez nos assureurs, à la banque ou bien auprès de nos mutuelles. Donc, je retrouve mes remboursements, mon contrat et ma carte de tiers payant. Mais ça, c'est le minimum de ce qui est attendu aujourd'hui. Ensuite, on va aller chercher 2 autres paliers. On a un second palier où MUTLAB développe en propre ou en partenariat avec d'autres des services différenciants autour de la santé pour inciter les adhérents à utiliser leur application. Pas uniquement quand ils sont malades, pas uniquement quand ils ont besoin de leur carte de tiers payant, pas uniquement lorsqu'ils veulent suivre un remboursement. Donc, on va développer un certain nombre de services. Pour ça, depuis 2018, les pouvoirs publics ont mis en place une politique d'ouverture des données détenues par les opérateurs d'État. C'est ce qu'on appelle les ouvertures des données en open data. Donc, nous, on va chercher un certain nombre de données et on va les transformer en services. Sur les applis ou sur les espaces adhérents de MUTLAB, les utilisateurs vont pouvoir retrouver leur professionnel de santé, vérifier si ce professionnel de santé réalise ou pas des dépassements d'honoraires. On est connecté à l'Agence nationale de sécurité du médicament qui permet de scanner une boîte de médicaments et avoir la notice explicative d'une boîte de médicaments. Et puis, ce médicament, on peut le mettre dans le pilulier qu'il y a dans l'application mobile. Et là, on vient de signer avec un partenaire, pour donner un exemple, dans quelques semaines, l'ensemble des utilisateurs qui ont l'application de leur mutuelle et qui est développée par MUTLAB vont avoir accès, comme à un comité d'entreprise, à des tarifs réduits au cinéma, sur des places de concert, de sport, du voyage. Donc, on essaye d'apporter un maximum de services. Donc, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, ce deuxième palier, ça doit vous permettre d'apporter davantage de services à vos adhérents. Et le troisième, on leur dit, vous avez un réseau de partenaires, un écosystème de partenaires. Venez avec leurs API et nous, on vient connecter
leurs services à notre application mobile, donc ce qui permet de faire de la téléconsultation, un second avis médical, tous les services que les mutuelles peuvent offrir. Et comme on est les seuls à le faire, on n'a plus trop besoin d'expliquer la valeur du produit et l'arbitrage qu'il y aurait à faire entre je le fais en interne ou je passe par MuteLab. Ah, intéressant. Et donc, c'est quoi un peu la vision? Et vous remarquez que progressivement, plus vous rajoutez des services, vous remarquez entre les mutuelles qui ont des services et les mutuelles qui en ont moins, une différence dans l'engagement de leurs adhérents dans l'application mobile? Alors en fait, l'engagement est assez particulier sur les applications mobiles et sur les espaces adhérents. C'est que ça va dépendre de la communication que fait la mutuelle de ses outils. Si elle s'est vraiment mis dans l'esprit que l'application mobile, l'espace adhérent, c'était pour eux un puissant outil de différenciation et qu'ils en parlent et qu'ils en font la promotion, qu'ils les mettent en signature de leur mail, on a un taux d'usage extrêmement important. On a par exemple des mutuelles qui ont 30 à 35% de leurs adhérents qui ont téléchargé l'application mobile. Et pourtant, une autre mutuelle pour qui je fais le même service, mais qui n'aura pas beaucoup communiqué, elle va plafonner à un taux de téléchargement de 10%. Donc, ça dépend beaucoup de la manière dont s'approprie la mutuelle l'application mobile. Mais là où on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, les mutuelles, ils sont sur un marché extrêmement compliqué, que la différenciation elle se fait par le service et qu'elles l'ont tous compris. Donc aujourd'hui, elles font beaucoup la promotion de leur appli, de leur extranet avec tous les services qu'on leur propose. Ouais. Et ça, c'est super important. C'est super important. Moi, je voulais revenir sur la période où l'époque où tu as travaillé pour la caisse. Oui. Et c'est vrai qu'on parle là de digitalisation, d'expérience client pour les mutuelles. Mais il y a aussi tout un côté digitalisation de tous les services en fait des caisses et qui est assez poussé finalement par rapport à tout ce qu'on voit sur le marché. Toi qui as vécu ça de l'intérieur avec les difficultés, les avantages, comment c'est fait là-bas? Qu'est-ce qui se passe chez eux? C'est top que tu en parles, Caïs, parce que moi, je trouve que l'assurance maladie, elle est injustement sous-cotée. C'est vraiment un service public où tu as ces agents, ces directions mobilisées pour offrir la meilleure qualité de service à leurs assurés. On n'en parle pas trop souvent, mais les outils digitaux de l'assurance maladie sont très puissants, avec un taux de pénétration énorme. Le compte Amélie, c'est 44 millions d'utilisateurs. Il n'y a pas beaucoup en France d'outils où on a ce taux de pénétration. C'est 44 millions d'utilisateurs actifs. Alors, je vais te redire ça de mémoire. C'est 44 millions de comptes Amélie qui sont ouverts. Et ils sont ouverts pas par l'assurance maladie. Les assurés doivent créer leur compte, donc c'est fait par les assurés. Et je crois qu'on a de mémoire un taux d'utilisation au moins une fois par an qui est de 80 ou 85%. Donc, ce qui est un taux extrêmement important. Moi, je le vois par rapport à ce que je fais quand je compare les statistiques. Je vois très bien qu'il y a un niveau d'engagement autour des outils de l'assurance maladie qui sont extrêmement importants. Et puis, ils ont développé particulièrement en ce moment, que ce soit l'appli carte vitale qui arrive progressivement dans l'ensemble des départements. Demain, tu auras moins besoin de ta carte vitale physique. Avec ton appli, tu vas pouvoir montrer tes droits aux professionnels de santé et faciliter ta prise en charge. Tu as l'ordonnance numérique et tous ces services, ils sont développés par l'assurance maladie, par les développeurs de l'assurance maladie. Et ça, on le sait pas suffisamment. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la période Covid, tous les services qu'a mis en place l'assurance maladie pour faciliter la vaccination, l'accès à tes attestations, pouvoir avoir les bonbons dont on a besoin pour aller se faire vacciner. Tout ça, c'est les équipes de l'assurance maladie
qui le développent de leur côté. Donc oui, c'est un organisme qui est très dynamique sur ces sujets digitaux et c'est une nécessité absolue parce que l'assurance maladie, moi, je travaillais dans une caisse où on avait à peu près 1 200 000 assurés à gérer. C'est 3 000 appels téléphoniques par jour à traiter. Qui sont gérés aussi en interne? Géré par les caisses primaires d'assurance maladie. Directement par les caisses. Donc 3000 appels, c'est quoi? C'est 110 téléconseillers toute la journée à répondre au téléphone. Donc si on veut réduire ces sollicitations téléphoniques, il faut nécessairement qu'on propose des outils digitaux à côté. Bien sûr. Et comment la caisse se définit un peu sa roadmap technologique en se disant, tiens, sur l'année 2025, voilà mes priorités en termes de développement, voilà les sujets que je dois résoudre? Alors, je suis plus à l'assurance maladie. Je peux pas parler au nom de l'assurance maladie. Voilà. Mais ce que je peux te dire, c'est que la roadmap, elle est faite de telle sorte à ce que jamais l'assurance elle ait de dette technique dans les services qu'elle propose à ses assurés. Quand le digital s'est développé, elle a investi le sujet. Depuis que l'IA se développe, elle investit également le sujet. Donc c'est vraiment un organisme qui a les pieds sur terre et qui est vraiment connecté comme une mutuelle, comme un assureur, comme une banque sur les enjeux de service à apporter à ses assurés. Incroyable. Et c'est vrai qu'ils mettent aussi à disposition tout un tas de services pour que d'autres acteurs puissent développer leurs applicatifs autour des services de l'assurance maladie. Oui, c'est juste, par exemple, on parlait tout à l'heure des données en open data. Par exemple, l'assurance maladie, elle met à disposition ce qu'on appelle l'annuaire santé, qui recense tous les professionnels de santé qui exercent en France avec beaucoup de données qui permet à des éditeurs, par exemple, comme Mutlab ou comme d'autres, de les réexploiter pour créer des services et faciliter l'accès aux soins des assurés ou des adhérents. Non, très bien. Et donc, c'est vrai que ça permet de déployer du coup des expériences clients qui sont d'apporter plus de services du coup, parce que par exemple, ça permet à Mutlab d'apporter plus de services aux adhérents de l'ensemble des mutuelles qui ont Mutlab. Comment tu vois un peu le futur de l'expérience client, ou quelles sont les choses sur lesquelles un peu vous travaillez aujourd'hui qui sont dans votre roadmap qui tu penses vont demain être incontournables quand on a une mutuelle et quand on va sur son espace? C'est quoi un peu la vision produit? En fait, la vision produit, c'est d'abord le constat aujourd'hui des attentes des adhérents. Aujourd'hui, les adhérents ont compris que globalement, d'une mutuelle à l'autre, les prestations se ressemblent beaucoup parce que on est sur un marché qui est régulé. C'est-à-dire que les complémentaires santé, les OCAM, elles ont l'obligation de respecter un certain nombre de contraintes, des planchers de remboursement, des plafonds de remboursement. Donc finalement, sur le cœur d'activité qui est la prise en charge à l'origine du ticket modérateur par une complémentaire santé, finalement, les écarts se sont considérablement réduits. Donc là où les mutuelles sont attendues, où les OCAM sont attendus, ce sont sur les services et la qualité de gestion. D'abord, la qualité de gestion, bien entendu. On attend de sa mutuelle, de son assureur, de son IP, des délais de remboursement extrêmement courts. On attend des services qui vont permettre de faire valoir facilement ses droits. Et en plus, à côté, j'attends d'avoir accès, je pense en tous les cas, à des conseillers qui vont pouvoir prendre le temps de m'accompagner sur des problématiques de couverture que je pourrais avoir. Donc on voit beaucoup les mutuelles investir ce sujet de manière assez paradoxale. On se dit digital, IA, il y a de moins en moins d'agents qui sont à disposition des adhérents.
Moi, je pense pas. En tous les cas, peut-être que leur temps a été redéployé de manière différente. Ils interviennent sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Donc, il y a ce sujet de l'accompagnement de la proximité. Et puis aussi la capacité de la mutuelle peut-être à sortir de son cœur d'activité sans trop s'en éloigner pour apporter du contenu. Très souvent, tu vois que les mutuelles, ils interviennent sur des sujets de prévention ou d'accompagnement des aidants, ou en essayant aussi de proposer des parcours quand on tombe malade. Donc, c'est ces services annexes sur lesquels les mutuelles ont déjà commencé à investir et vont continuer à investir. On parle beaucoup aujourd'hui de santé mentale, qui est un mal très présent aujourd'hui, qui s'est aggravé avec la période de Covid. Donc, on voit très bien que les mutuelles sortent de leur territoire traditionnel pour aller adresser des sujets périphériques, mais qui restent quand même en lien avec leur cœur d'activité. Ouais, c'est intéressant. Tu as parlé d'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous commencez à réfléchir à proposer des choses, des services qui utilisent de l'IA sur vos applications mobiles? Non. Ok. Et je le dis avec clairement, parce que autant aujourd'hui, c'est sûr que l'IA permet de faciliter un certain nombre de tâches, d'automatiser des actions de gestion qui étaient auparavant lourdes. Moi, je suis toujours aujourd'hui en train d'observer pour voir comment effectivement tous ces projets, on va pouvoir demain les intégrer à nos outils. Il y a des acteurs qui l'utilisent beaucoup. Tu as des sujets autour de la lutte contre la fraude où l'IA peut être quelque chose d'extrêmement utile. L'IA est utile aussi pour réduire les délais de liquidation d'une feuille de soins par une mutuelle. Donc ça, c'est des cas d'usage qui m'intéressent beaucoup. Mais je suis pas sur la vague IA où je suis à fond dedans. Je suis en observation et j'attends de voir quels vont être les cas d'usage qu'on va véritablement proposer aux adhérents, parce que je veux pas je veux pas proposer des services bullshit en disant tu peux pas entendre aujourd'hui un entrepreneur ou une pub sur LinkedIn te disent que ce service a été nourri à l'IA, etc. Et quand tu creuses, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, donc moi je suis prudent sur le sujet pour l'instant. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, sur l'année 2024, il y a eu beaucoup d'investissements, en tout cas dans les infrastructures, qui vont permettre les déploiements de use case. Mais comme tout début une technologie, elle se stabilise sur 7, 8, 10 ans. En tout cas, les use cases qui vont devenir matures et qui vont rester se stabilisent sur 10 ans. Cette année 2024, il y a eu quand même énormément de choses. Il y a, je pense, beaucoup d'acteurs qui sont en train de construire de bonnes infrastructures, de tester des use cases. Et l'année prochaine, on va voir une multitude de use cases qui vont apparaître et qui vont rester ou pas. Mais en tout cas, des sujets qu'on va commencer à traiter avec de l'IA. Et tu as parlé de liquidation. Moi, on fait aussi des tests, comme tout le monde. Hein, on fait des tests, on déploie des use cases, nous, plutôt côté souscription avec Kairos pour mieux accompagner le prospect quand il est en train de chercher sa mutuelle, pour comprendre mieux son contrat, des exemples de remboursement concrets, pouvoir avoir une conversation qui lui dit quels sont les avantages du produit, et qui le guide en fait vers une souscription avec un tarif, un devis, etc., de gérer les objections autour de ça. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on explore. Les use cases ne sont pas stabilisés, mais c'est intéressant. On voit qu'il y a une puissance et les use cases qui vont survivre, on les connaît pas encore. Complètement. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. Je voulais te poser une question sur les 60-65 mutuelles avec qui tu travailles. Comment tu les vois évoluer aujourd'hui par rapport à la digitalisation, que ce soit
de leurs outils d'ERP, CRM, parcours de souscription, applications mobiles, extranet. Comment tu les vois, comment tu les as vus évoluer sur ces 5? Quels sont les mouvements que tu observes structurants concernant la digitalisation, la transformation digitale, l'innovation? Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une prise de conscience de la part des OCAM, des mutuelles, qu'elles devaient innover et qu'elles ne pouvaient pas continuer à gérer leur mutuelle comme elles l'ont fait pendant des années par le passé. Souvent, les mutuelles, on parle de mutuelles 1945 et moi, je trouve que c'est assez intéressant cette dénomination parce que ça renvoie un petit peu une image vieillotte, old school. Et ça, je crois que depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années, la plupart des mutuelles ont compris qu'il fallait qu'elles adoptent les outils qu'il y avait sur le marché, que les assureurs utilisaient, que les banques utilisaient, des choses qu'elles se refusaient de faire par le passé parce que c'était l'esprit mutualiste basé sur des valeurs, la proximité avec les adhérents, à but non lucratif, et il y avait des pratiques qu'on pouvait pas, sur lesquelles on pouvait pas s'engager. Quand on regarde le paysage, quand tu regardes les mutuelles, le nombre de mutuelles a été divisé par 6 depuis 2001. Aujourd'hui, de mémoire, tu as 262 mutuelles sur le dernier rapport de la SCPR, donc celui de 2023, tu as 262 mutuelles. Elles étaient 1300 et quelques au début des années 2000. Donc nécessairement, pour ces 260 mutuelles qui restent, il y a un enjeu majeur pour eux de prise de conscience qu'on est sur un marché compétitif. Et si on ne veut pas demain être dans une situation de devoir fusionner avec une autre mutuelle ou même perdre nos accréditations parce qu'on n'atteindrait plus les ratios de solvabilité, il faut qu'on se développe. Et le développement, ça passe par une connaissance client qui était nulle au sens zéro il y a quelques années. Les mutuelles connaissaient pas beaucoup le profil de leurs adhérents. Il y avait une forte sensibilité, c'est-à-dire que les adhérents, ils les connaissaient, ils les voyaient dans les accueils, ils les avaient au téléphone, mais de là à faire des études empiriques avec des personas, des cas d'usage, tout ça, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, on observe qu'il y a un attachement des mutuelles à bien connaître leurs adhérents pour essayer en face, leur proposer les meilleurs parcours et les meilleurs produits. Et c'est là-dessus qu'elles ont beaucoup investi. Moi, au début, on n'entendait pas parler de GED. Maintenant, pratiquement toutes les mutuelles ont une GED. On entend de plus en plus le CRM. Il y a quelques années, les mutuelles, elles avaient leur outil de gestion. Elles n'avaient absolument pas de CRM. Elles sont ouvertes. Elles ont ouvert leurs données. Elles ont organisé les conditions pour que leurs données soient disponibles à des partenaires extérieurs comme Keros ou comme d'autres pour pouvoir aller plugger des nouveaux services, que ce soit des parcours d'affiliation, de souscription ou d'autres services comme ceux de MuteLab. Donc oui, l'évolution, c'est de dire que, il y a une prise de conscience, que le nombre se réduit quand même de manière extrêmement significative, qu'on est sur un marché concurrentiel et qu'il faut qu'on le reconnaisse, et donc il faut qu'on joue notre carte pour réussir à protéger notre portefeuille et aller conquérir de nouveaux adhérents. Et pour ça, effectivement, il y a tout ce développement de services. Et en plus, là, ce qui se passe en ce moment autour de la PSC, où on avait des mutuelles historiques dans des ministères sur des populations particulières depuis toujours, qui perdent leur marché historique. Donc, ça interroge beaucoup ceux qui perdent ces marchés-là, mais ça interroge l'écosystème sur dire il faut qu'on fasse attention parce que notre position d'aujourd'hui, je peux avoir 400 000 personnes protégées aujourd'hui, il suffit que je perde 1 ou 2 appels d'offres et ça commence à devenir critique. C'est compliqué, c'est vrai que le marché s'ouvre et c'est là où les services, comme tu dis, et la digitalisation devient super importante. Car on voit beaucoup de courtiers
qui naissent de courtiers digitaux, de néo-courtiers qui naissent sur la base de modèles de distribution principalement à travers le digital. Alors on dit principalement à travers le digital, ils distribuent quand même beaucoup, majoritairement à travers des courtiers. Il y a forcément des intermédiaires dans la chaîne de valeur, mais en tout cas les outils qu'ils mettent à disposition leur réseau de distribution sont des outils fiables qui fonctionnent bien et qui leur permettent de distribuer plus rapidement leurs produits. Moi, je vois énormément de mutuelles qui ont, en tout cas, je discute avec eux, qui ont la capacité de porter le risque, donc la capacité de se développer. Ils ont de super bons produits et puis derrière, ils les distribuent uniquement à travers le courtage. Donc eux ne sont plus, en fait, ce n'est plus leurs adhérents. Ils n'ont plus la main sur la relation avec leurs clients. C'est plutôt le courtier ou le courtier grossiste qui vient pour distribuer les produits. Et donc la mutuelle se retrouve derrière et en fait un peu dépendante de ce courtier parce que lui est capable de mettre à disposition des outils digitaux et d'animer un réseau de courtage. Et sur ces dernières périodes, en fait, quand je discute avec des mutuelles, elles ont toutes des opportunités business de développer leur portefeuille à travers leur propre réseau de courtage ou des courtiers qui ne sont pas grossistes, qui viennent les voir avec un bon nombre de conseillers qui leur demandent de distribuer leurs produits avec leur marque en direct. Mais les mutuelles n'arrivent pas à déployer ce genre de partenariat parce qu'elles n'ont pas les outils nécessaires pour y aller. Et donc, c'est vrai que la tech, le digital empêche un peu le développement. Là, je parlais plutôt de distribution par course-souscription. Mais pareil, parce que l'expérience client, la première source d'acquisition, et j'en parlais justement dans mon dernier podcast avec Michael, et Michael de Criem, il me disait la première source d'acquisition, c'est finalement le service que tu offres à ton adhérent. Si ton adhérent est bon et bien traité, s'il a un bon service, ça va être le premier promoteur de ce que tu fais et c'est ça va constituer beaucoup de ton acquisition. Donc, ouais, comment toi, est-ce que tu sens ou tu vois est-ce que vous avez des choses qui permettent à vos adhérents, les adhérents de vos mutuelles, des fonctionnalités qui permettent, par exemple, d'inviter des proches, de partager le produit d'assurance à des proches pour permettre aux mutuelles de faire de l'acquisition à travers leurs adhérents? Non, nous, aujourd'hui, c'est pas notre positionnement. Nous, notre positionnement aujourd'hui, c'est d'apporter plutôt, d'être au rendez-vous des promesses de la mutuelle. C'est-à-dire que la mutuelle a promis un certain nombre de choses à ses adhérents: qualité de gestion, autonomie, facilité d'accès, service. Nous, on répond à ça. On embarque dans nos agrégateurs de services ce genre de choses. Après, ce type de service annexe de conquête, dans mon introduction, je t'ai dit on ne faisait que ça et on était fiers de le faire. Moi, je veux rester sur cette verticale de l'agrégateur de services. Donc, je préfère que les mutuelles aient des partenaires extérieurs, qu'on nous présente ces partenaires et que nous, on vient connecter ces partenaires à leur application mobile ou à l'extranet pour offrir ce service. Après, on parle beaucoup des OCAM très régulièrement. Ça fait la une des journaux. Un rapport sénatorial a été rendu il n'y a pas très, très longtemps. C'est un marché très compliqué, la mutualité, et tu le sais très bien. Contrairement à ce qu'on croit, on ne gagne pas de l'argent dessus, les mutuelles. On peut rappeler que sur 2023, globalement, on a 80% de prestations versées sur les cotisations et on a 20% à peu près de frais de gestion. Donc, on est pratiquement à zéro marge. Quand tu regardes les rapports de solvabilité des mutuelles, la plupart des mutuelles qui réussissent à être positives, c'est grâce aux produits de leur placement. Donc, je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure avec le courtage, parce que pour moi, ça appelle d'autres réflexions. C'est la soutenabilité de ce développement.
parce que il faudra voir à un moment donné si c'est rentable vraiment pour les mutuelles. Est-ce que les contrats issus de ce réseau, est-ce que ce sont vraiment des contrats qu'on va pouvoir mettre à l'équilibre, ou est-ce que ce sont des contrats qui vont être structurellement déficitaires? Ouais, alors moi, juste pour rebondir, moi je disais ça dans le sens où la santé pour moi est un produit pour aller chercher les adhérents. D'accord. Pour une mutuelle, quand on regarde la rentabilité, les S/P d'un produit d'assurance santé, c'est vrai que financièrement, ça fait pas sens. Et puis en plus, tu disais que c'est les produits financiers qui produisent de la valeur. Les primes santé, on les garde 1 an. Et c'est, chaque année, on récupère tout. Donc finalement, même l'investissement que tu as, il reste pas très longtemps. Enfin, l'argent, tu ne disposes pas de ton argent pendant longtemps puisque sur 1 an, tu fais tout tourner. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, il y a une opportunité que quand tu constitues ton propre portefeuille d'adhérents en santé, quand tu as la relation avec le client, tu as toutes les opportunités de multi-équipement. Oui, d'accord. Et qui là peuvent être très intéressantes. Parce qu'une mutuelle qui fait par exemple d'autres produits sur lesquels la marge est beaucoup plus intéressante, certains produits en prévoyance qui sont très rentables et qui se marient très bien avec la santé comme de l'IJH, ce genre de choses, ça permet finalement en fait de constituer un portefeuille qui au global est équilibré, mais la santé effectivement c'est compliqué, mais c'est un moyen pour aller vraiment constituer un portefeuille, ensuite le travailler. C'est pour ça que effectivement, comme tu dis, l'acquisition est importante, le travail de multi-équipement CRM derrière est aussi super important pour s'y retrouver. Ouais, mais alors c'est logique effectivement, et moi quand j'étais en mutualité, on l'a aussi travaillé, on va chercher le multi-équipement de celui qui est en santé. Mais en vrai, je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Moi, j'ai l'impression de ce que j'observe et quand on lit les rapports de solvabilité des mutuelles, c'est que leur capacité à aller générer de l'activité sur d'autres lignes de produits que sur la ligne de santé, elle est extrêmement faible. Parce que on a des mutuelles qui ont des habitudes, un historique. Ce qu'elles ont réussi à faire, je trouve, bien, c'est leur capacité de passer de l'individuel au collectif. Tu vois ? Mais parce qu'elles portaient le même produit qui est un produit de santé sur lequel ils sont à l'aise, etc. Et tu regardes même les grands acteurs du marché, les top 5, quand tu regardes la capacité qu'ils ont eue à développer du chiffre d'affaires sur autre chose que de la santé, par leur propre réseau à eux, il est très faible. Et généralement, ils réussissent à faire bouger les lignes lorsqu'ils vont confier finalement une activité de prévoyance ou d'IARD à un autre acteur qui va faire ses affaires pour eux. D'un point de vue de développement marketing, c'est très juste, mais dans les faits, pour en discuter parfois avec des dirigeants de mutuelles, c'est très très dur. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui les empêche en fait de vraiment bien structurer cette activité? C'est quoi les enjeux à ton avis? Les enjeux, il y a un enjeu d'habitude, je pense, des agents, des conseillers des mutuelles, parce que beaucoup ont été recrutés pour faire de la santé et ont du mal à sortir de la santé. Deuxième élément, c'est la légitimité. Ma mutuelle, elle est plus légitime pour m'accompagner sur des sujets de santé que sur des sujets d'IARD. Je suis d'accord avec toi, elle peut être légitime sur la partie prévoyance. Donc moi, je trouve moi ce que les beaux résultats de mutuelles qui ont réussi à croître sur un autre segment que celui de la santé, c'est des mutuelles qui sont reparties d'une feuille blanche. Tu vois, tu as eu Mickaël la semaine dernière. Mickaël, il est typiquement dans cette approche. Il a repensé, il a pensé sa stratégie. En pensant sa stratégie, il a organisé son modèle, les forces vives qu'il avait pour aller atteindre ses objectifs. Donc moi, je trouve que c'est très compliqué. C'est le multi-équipement, on en parle beaucoup, mais finalement, dans les faits, j'ai l'impression qu'il y en a peu qui réussissent. Toi, tu as des exemples contraires ?
Moi, c'est vrai que je vois beaucoup d'initiatives là-dessus. Dans les mutuelles, je n'ai pas vu aussi de modèles. Alors, ce que je vois, en fait, tous les modèles que j'ai vus vivotent, on va dire, entre guillemets. Mais par contre, je vois que dans les stratégies commerciales qui sont fixées par le développement, ont quand même des lignes de développement sur ces produits de multi-équipements. Les formations qui sont faites aux conseillers prennent en charge les formations sur ces produits, les produits de multi-équipements. Les objectifs pour les commerciaux sont aussi faits là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a une organisation et les mutuelles veulent faire ça. Et ils mettent des moyens. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que effectivement ça n'explose pas, parce que le sujet c'est toujours combien du portefeuille de santé est multi-équipé en prévoyance, sachant qu'on a clairement des objectifs là-dessus. Combien sont équipés? Et quand tu regardes les taux, en fait, ils sont effectivement assez bas. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de vision, de direction, de développement des mutuelles? Ou est-ce que c'est aussi un problème d'outils? Je pense que c'est plutôt un problème de culture. De culture? Ouais, je pense que c'est un problème de culture. Et je veux pas généraliser parce que en même temps que je te dis ça, j'ai 3-4 contre-exemples qui me viennent à l'esprit. Mais de manière générale, on observe que les mutuelles sont bons en santé et que sur les produits annexes, c'est plus compliqué parce que les conseillers ont du mal à aller sur ces sujets-là. Et puis peut-être que les courtiers, ils ont aussi une approche commerciale qui est peut-être un peu plus agressive, ce qui les fait peut-être mieux réussir, et que les mutuelles, elles ont vraiment leurs valeurs et je crois que ces valeurs-là, elles sont sincères et que les conseillers peuvent parfois se censurer sur tiens, est-ce que c'est opportun ou pas que je pousse tel ou tel produit, considérant qu'à partir du moment où il est bien couvert en santé, le conseiller, il a fait son job. C'est pour ça que je crois plus à des partenariats, comme tu l'expliquais tout à l'heure, avec des courtiers, tu vois, où finalement, sur le produit cœur de métier de la mutuelle, elle va pouvoir sortir de ses frontières, parce qu'on a quand même beaucoup de mutuelles aujourd'hui qui sont régionales. On parle beaucoup des plus grosses mutuelles, mais la majorité de l'espèce, ce sont des mutuelles locales et régionales. Donc, ça leur permet de sortir de leur zone. Ça peut avoir un autre intérêt puisque les mutuelles, moi je pense que dans les années à venir, elles vont être challengées sur leurs coûts de gestion. Je trouve que le procès qui est fait autour des coûts de gestion est un peu injuste. Toute entreprise a des coûts de gestion et je vois pas pourquoi on embête plus les mutuelles sur ce sujet des coûts de gestion. Pour autant, ça sera un sujet dans les années à venir. Et le fait, pour une mutuelle, d'aller proposer ses services pour faire de la gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire j'ai mon équipe de gestionnaires et au lieu de faire de la gestion que pour ma mutuelle, j'en fais pour d'autres qui ont moins les moyens d'avoir des opérateurs. Ça, c'est à la fois une opportunité de développement d'activité et c'est aussi une opportunité pour baisser son coût de gestion qui, si on en croit les propositions du dernier rapport sénatorial, pourrait être à l'avenir finalement un classement des mutuelles en fonction de leur coût de gestion. Donc il y aura un sujet autour des coûts de gestion. Donc je crois plus et des retours que j'en ai de quelques mutuelles partenaires, elles travaillent beaucoup ce sujet pour dire comment je peux mettre mes équipes de gestion au service d'autres mutuelles peut-être un peu plus petites et qui ont un peu moins les moyens de recruter. Ouais, c'est super intéressant. Toi, Samir, c'est quoi ta vision un peu sur le marché des mutuelles d'ici 20 ans? Qu'est-ce que tu penses que ça va être? Ce qu'on observe, c'est que ça se contracte. En 2023, on a eu 12 mutuelles de moins que 2022. Donc, le rythme se réduit. Tu as perdu des clients dans les 12? Pas encore. Pas encore, mais je suis réaliste. Il y a pas de raison qu'à un moment donné, on ne soit pas concerné. Donc, il va avoir encore
un renforcement, à mon avis, au mieux des alliances, au pire des fusions entre mutuelles. Moi, je pense que les Français aiment les mutuelles. Comme ils aiment l'assurance maladie, ils aiment leurs mutuelles. Euh, on est comme ça, on aime taper sur l'assurance maladie, sur les mutuelles, mais quand on y pense, voilà, on en est très reconnaissant, hein. On oublie l'assurance maladie, c'est de mémoire 250 milliards de prestations versées par an, hein. Le budget de la France, c'est 420-430 milliards. Les mutuelles, c'est 38-40 milliards de prestations versées par an. Donc, c'est des opérateurs économiques extrêmement importants. Donc, je pense qu'ils aiment à la fois l'assurance maladie et les complémentaires santé. On pourrait certainement voir les mutuelles peut-être intervenir sur une autre partie de la chaîne de valeur qui est l'accompagnement. On a une pyramide des âges qui fait qu'on va avoir de plus en plus de personnes âgées, des personnes qui vont avoir des difficultés en termes d'autonomie. Il va avoir pratiquement un Français sur deux dans quelques années qui sera aidant d'une personne qui est en difficulté. Donc, peut-être que les mutuelles auront une raison d'être à intervenir là-dessus. Voilà un petit peu ce que je pense. Ok. Donc toi, tu penses que les mutuelles vont peut-être rajouter autour de la santé des services qui vont leur permettre d'avoir plus de propositions de valeur? Oui, ce qu'elles font déjà, mais peut-être sur des champs aujourd'hui où c'est assez expérimental. Donc certainement demain ils pourraient intervenir peut-être dans des EHPAD. On a quelques mutuelles en France qui ont leur propre EHPAD et qui le gèrent. On pourrait imaginer aussi pour des adhérents qui ont des difficultés en termes d'autonomie. On peut très bien imaginer qu'une mutuelle très bien implantée localement, elle monte des résidences intergénérationnelles entre des jeunes et des moins jeunes, et les moins jeunes s'occupant des personnes qui sont un peu plus en difficulté. Donc voilà, il y a beaucoup ce type de services. Ensuite, la place de la mutualité, est-ce que les mutuelles vont réussir à garder leur part de marché qui s'est érodée ces dernières années entre les trois familles des OCAM, entre les assureurs, les IP et les mutuelles. La mutualité, elle a un peu perdu. Donc, on va voir comment les choses vont se passer. Ouais, complètement. Là, tu m'as parlé un peu d'une vision, on va dire, tu m'as parlé d'une analyse concrète. Tu as observé le passé de 3 dernières années, puis tu m'as dit ce que tu penses que ça devrait devenir sur les prochaines années. Est-ce que tu penses que quelque chose de beaucoup plus radical, une entreprise qui accompagne l'ensemble des Français sur leur santé, en tout cas quelques petites entreprises qui accompagnent les Français sur l'ensemble de leur sujet de santé. Et là, on parle de tu as besoin d'un médecin, il est là. Tu poses n'importe quelle question, tu as la réponse. Ça fait aussi ton assurance, ça fait ton remboursement. C'est un peu la vision, un peu la vision d'Alan. Est-ce que tu penses que sur 20-30 ans, là on parle vraiment d'une vision, il pourrait y avoir un agrégateur qui serait, en fait, quand tu penses santé, tu penses lui, quoi. Pour le coup, oui, ça serait une révolution, ça serait très radical. Je peux pas je sais pas, Caïs. Aujourd'hui, réglementairement, c'est impossible. La manière dont notre système de santé est organisé, il y a chacun à sa place. Et aujourd'hui, une mutuelle, elle peut pas recommander un médecin. Elle peut, par contre, présenter son réseau de soins, mais en tout cas, vraiment, elle peut pas recommander des professionnels de santé en particulier. Les États-Unis, effectivement, je pense que c'est aussi le modèle que tu as ou que Alan a aussi, où effectivement, il y a une prise en compte de toute la chaîne de valeur de la santé, de l'assurance, à la délivrance des soins,
aux actions de prévention. Moi, je pense que ça sera j'imagine plutôt une co-construction et une coopération, tu vois, entre l'assurance maladie et les complémentaires santé, parce que tous les deux, elles portent un risque sur des mêmes individus et elles ont tout intérêt à bien coopérer, ensemble. Mais aujourd'hui, sauf si les choses changeaient d'un point de vue réglementaire, mais on a vu pour l'instant, le mécanisme inverse. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 3-4 ans, tu avais des régimes spéciaux. On a fait sauter ces régimes spéciaux. Il y avait le régime des étudiants. C'était pas l'assurance maladie. Les caisses primaires qui géraient les étudiants, c'était des mutuelles étudiantes. Tu avais les indépendants. C'était pas les caisses primaires qui géraient. C'était un réseau spécial. Et on a préféré plutôt réunir tout ça au sein de l'assurance maladie pour qu'il y ait pratiquement qu'un seul opérateur sur le régime de base. Là, ça voudrait dire que tu éclaterais tout. En fonction de ton contrat de ton entreprise, tu as ta mutuelle, tu as ton réseau de professionnels, tu as les hôpitaux et les cliniques où tu peux aller, tu as de la prévention ou même avec des trackers pour s'assurer que tu fais attention à toi et que si tu fais pas attention à toi, on puisse avoir des impacts sur ta cotisation. Je suis pas sûr que ce soit une culture très française. Donc, mais on est à l'abri de rien. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Samir, et c'est une question qui te concerne personnellement. Où est-ce que tu te vois à 55 ans? Tu as dit que tu avais 45? 46. 46. Merci. Alors, je vais décaler de 10 ans, je vais aller à 56. Dans 10 ans, comment tu imagines ta vie personnelle? Comment j'espère occupée, mais elle peut être occupée de manière différente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai souvent fait deux choses à la fois. Et je crois qu'aujourd'hui, je me suis fait à l'idée que tant que tes enfants, ta famille sont pas dans le besoin, sont protégés, etc., l'engagement personnel que tu peux avoir, besoin d'avoir, peut se faire sur d'autres choses que le travail. Donc, je sais pas, aider des associations, travailler dans des clubs sportifs. Si ta question c'est de dire est-ce que tu te vois entrepreneur jusqu'à la fin de ta vie, je crois pas. J'aime bien écrire des histoires, écrire des chapitres. Je l'ai fait en mutualité, je l'ai fait à l'assurance maladie, je le fais aujourd'hui avec Mutlab. Peut-être que demain, ça sera un autre chapitre. J'ouvrirai une maison d'hôtes au bord de l'océan ou de la mer pour accueillir des visiteurs. Je sais pas. Vision très sage de la vie. Merci beaucoup, Samir, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci très à toi. Intéressante. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce deuxième épisode. Si vous avez aimé notre échange, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et liker ce post. Il y aura plein d'autres invités dans de prochains épisodes. Et merci à tous. Ciao.